L'entraînement respiratoire, ça fonctionne et si tu veux pas être largué, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Mais si tu n'as pas de notion et que tu veux en apprendre plus, que tu sois sportif ou pas, je t'invite à écouter cet échange que j'ai eu avec Eric, kinésithérapeute, qui avait des questions sur les différents appareils respiratoires et sur l'entraînement respiratoire de manière générale et son intérêt. Donc sans plus attendre, mon échange avec Eric. Les questions que tu m'as envoyées, je pense que c'est des bonnes questions et c'est des questions que beaucoup de monde a. Donc, ce sera pertinent pour pas mal de monde. Écoute, je te laisse attaquer avec la première question et puis on enchaîne après. Ouais, ben, c'est ça, exact. Donc, en fait, ben, la première question, c'était déjà un peu de comprendre le principe du système respiratory trainer, Mhm. voilà, que j'ai découvert chez une athlète de CrossFit et enfin, voilà, qui m'en a dit le plus grand bien. Donc, voilà. Super. Alors, l'idée de l'appareil qui s'appelle le Breathway Better, c'est un appareil qui a été développé par trois bonhommes au Canada, qui s'appellent Luke, Andrew et Alex. Luke travaille dans le triathlon depuis très longtemps maintenant. Il travaille notamment avec Brock Howell, qui est sur le circuit PTO, et avec Jameson Plus, qui a gagné les U24 à Saint-Georges il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et il utilise l'entraînement respiratoire. Et en gros, sur le marché avant, alors il y a plusieurs types d'appareils. Ça, je pense que c'est le premier point à mettre en avant. Il y a plusieurs types d'appareils d'entraînement respiratoire. Et on peut les diviser, pour simplifier, on peut les diviser en deux catégories. La première, ce serait des outils de résistance, comme tu peux voir sur l'Aerofit ou d'autres appareils qui, en gros, restreignent le flux d'air. Il y en a, et il y a différents Et- fonctionnements sur ces outils à résistance aussi. Il y a ça s'appelle Inspiratory Threshold. Euh, J'oublie le terme technique, mais en gros, c'est plutôt à voir avec un certain seuil de pression que tu vas générer avec ton inspiration, notamment le Power Breathe qui fonctionne comme ça, qui est un très très bon outil sur le marché. Et pour revenir à l'aérofit, lui qui va plutôt restreindre le flux d'air. Donc tu vas avoir simplement une diminution du diamètre du passage, et ce qui fait que ça va restreindre le flux d'air sur l'expiration et ou sur l'inspiration. Donc, tu as déjà ces outils dits de résistance qui sont très bien documentés, hein. Le Power Breathe, d'ailleurs, c'est l'outil qui a été le plus utilisé dans toutes les recherches sur l'entraînement respiratoire et qui a montré de très, très bons résultats sur tout ce qui est augmentation de la force et de l'endurance du diaphragme, baisse de la sensation d'essoufflement. Il y a vraiment beaucoup de points positifs là-dessus. Et comme je te dis, c'est très bien documenté. Une des limites à ce milieu-là, alors qui n'en est pas vraiment une, c'est juste une limite de temps, à mon avis, dans le sens où c'est une discipline qui est encore jeune, c'est quelque chose qui n'a pas encore été investigué de manière très compréhensible. C'est qu'il y a un seul protocole qui a été utilisé, ou en tout cas, il y a une version de protocole qui est tout le temps utilisée avec ces outils-là, et c'est 30 respirations à ton 30 RM, en gros. 30 respirations 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine, pendant plusieurs semaines. Ce qui est très très bien, hein. Donc on sait que ça fonctionne, on sait qu'il y a des très très bons résultats, mais je pense qu'il y a encore un monde énorme à explorer avec cet entraînement respiratoire, et notamment avec d'autres types d'outils. Et donc j'y viens au Breathway Better, qui lui est un outil non pas de résistance, mais dit isocapnique, donc qui va nous permettre d'effectuer des respirations profondes pendant des périodes prolongées tout en maintenant les niveaux de CO2. En sachant que si tu hyperventiles au repos, bah, comme quand tu souffles sur un feu, tu vas vite avoir la tête qui tourne parce que tu fais baisser tes niveaux de CO2. Parce que tu n'es pas en activité, tu ne produis pas beaucoup de CO2. euh, Et donc l'idée, c'est avec le ballon, en fait, tu vas avoir cette rétention de CO2, tu expires ton CO2 et ensuite tu le réinspires, ce qui fait que tu peux maintenir cette hyperventilation au repos pendant des périodes prolongées. Et l'autre avantage de ces outils-là, à mon avis, et c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise ces outils en priorité, c'est qu'on va maintenir l'amplitude complète au niveau de la respiration. Parce qu'il faut savoir que dès le moment où tu appliques une résistance à la respiration, comme avec les autres outils que j'ai cités avant, ce qui va se passer, c'est que plus ta résistance est élevée et plus tu vas réduire l'amplitude respiratoire. Parce qu'à un moment donné, tu as la pression inspiratoire qui va plus être suffisante par rapport à la pression ou à la résistance. Ce qui fait que donc tu as cette limite d'amplitude. Et à mon avis, avec la respiration, une des choses qu'on veut maximiser, c'est l'amplitude d'abord. Un petit peu comme on veut faire un squat complet avant de charger un squat pour faire un quart de squat, si tu veux. et Euh, du coup, c'est la résistance du ballon qui va assister l'inspiration, en fait, c'est ça? alors, il y a
pas, il y a une légère résistance, mais le but, c'est vraiment pas en fait d'appliquer une résistance nécessairement, c'est simplement d'avoir un outil qui te permette, d'avoir un feedback sensoriel qui est assez important. Donc la sensation de voir le ballon se gonfler et se dégonfler, ça te permet vraiment de faire le lien entre ce qui se passe dedans et ce que tu vois. Et ce feedback tactile, si tu veux, sensoriel, il est assez intéressant pour développer non seulement les capacités respiratoires d'un point de vue, entre guillemets, performance, si tu veux, mais d'un point de vue contrôle et d'un point de vue conscience. Conscientiser la respiration et le contrôle du diaphragme et comment tu l'utilises. J'ai parlé à Manon il y a quelques jours de ça, on a enregistré un podcast. Maintenant, elle doit être en 7e semaine du programme. Et je sais qu'elle a pas mal d'expérience avec la respiration déjà, de par d'autres pratiques. Et elle m'a dit, ça lui a pris 4-5 semaines pour vraiment comprendre le truc, mais maintenant qu'elle le comprend, elle voit vraiment ce que ça représente comme intérêt. Je pense que D'accord. comme toute compétence motrice, quand on connaît pas quelque chose, on a l'impression que tu sais, c'est un petit cercle, c'est tout simple. Et quand tu te lances dans le truc, eh ben, ça s'élargit et de, de, de satellites, si tu veux, où tu découvres la complexité de la chose une fois que tu te lances dedans. C'est comme un swing de golf. Ben, quand tu n'as jamais fait un swing, ça te Ouais. paraît très très simple. Mais dès que tu te mets dedans et que tu apprends à le faire, tu as tous ces petits détails, que ce soit position des pieds, comment tu charges ton mouvement et ton intention sur le mouvement. Il y a tous ces petits détails qui viennent jouer. Et je pense que c'est ça qui est super intéressant avec le Breathway notamment, c'est que au fur et à mesure des séances, tu vas vraiment développer cette conscience et ce contrôle. Et donc l'idée avec cet outil, mais ces outils en général, ça va être, à mon avis, non seulement de développer les qualités, on peut dire physiologiques, musculaires, donc développer la force du diaphragme, développer son endurance, tous les muscles accessoires respiratoires également, hein, qui jouent des rôles importants dans le positionnement du tronc et dans la respiration. Mais il y a surtout cet aspect de conscience et de contrôle tout en maintenant un volume important. Ça, c'est à mon avis le point le plus important et encore une fois la raison pour laquelle j'utilise en priorité le Breathway, c'est que ça te permet vraiment de renforcer et même peut-être même d'aller chercher un peu plus loin en termes d'amplitude respiratoire. À mon avis, la dernière chose qu'on veut faire avec quelqu'un qui débute dans ce travail respiratoire, c'est réduire leur amplitude. Hein. Je veux la Ouais, c'est clair. maximiser et peut-être par la suite, on peut rajouter de la résistance et quitte à réduire un petit peu l'amplitude, mais ça c'est une autre question. Mais au moins, on veut au départ maintenir cette amplitude complète et développer cette coordination motrice, si tu veux bien, avec un bon recrutement du diaphragme, des volumes importants, jouer avec différentes fréquences, différents formats de séances, etc. Et le fait qu'on n'utilise pas de résistance, justement, du coup, ça fait moins intervenir tout ce qui est muscle scalène et tout ça. Alors, du coup, on peut plus se centrer sur une bonne proprioception respiratoire. C'est ça que tu veux dire? Alors, en général, ce qui a été démontré, c'est que si consciemment tu te focalises sur le recrutement du diaphragme et le déplacement du diaphragme, C'est tu vas avoir un meilleur effet d'entraînement de manière générale. Donc, ça. vraiment mettre l'intention sur le diaphragme et avoir une bonne mobilité à ce niveau-là et un bon contrôle, c'est vraiment quelque chose qui va être important. C'est difficile pour moi de te dire est-ce qu'on va recruter tel ou tel muscle accessoire euh, parce que c'est quasi impossible à mesurer. Il faudrait des EMG partout et surtout ces petits muscles, on sait que c'est assez compliqué. Ouais, Euh, et, ouais, tout à fait. et je pense pas que ce soit à ma connaissance, ça n'a pas été fait comme étude. Mais de manière générale, je dirais que je pense que c'est plus simple de commencer avec moins de résistance, tout comme pour revenir sur l'analogie du squat, apprendre à faire un squat complet d'abord, être à l'aise avec une amplitude complète et plus tard commencer à charger le mouvement. Ouais, tout à fait. OK. Oui, c'est intéressant. En fait, c'était ça un peu ma peur en tant que thérapeute quand on débute avec des exercices type respiratoire et autres, c'est que la technique en termes de respiration soit mauvaise et qu'on fasse un renforcement en fait de cette mauvaise technique. Mhm. Donc effectivement, c'est pour ça que je posais la question. Ok, ben oui, super. Et justement, donc tu expliquais que les résultats apparaissaient en termes de conscience après 4-5 semaines et que c'est un travail de 7 semaines, hein, c'est ça? Alors, le programme que j'ai, il fait 10 semaines, mais 10 semaines, ok. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que c'est un programme d'introduction. Donc, ça te montre un petit peu le champ de possibilités. Et encore une fois, et ça, je le renforce dans le programme et dans ma formation respiratoire, le fait est que, comme je t'ai dit avant, les études qui ont été faites, elles sont
elles sont très positives en termes de résultats qu'on a pu trouver dans plein de disciplines sportives différentes, hein. L'apport ergogène, on va dire, de l'entraînement respiratoire, il est bien documenté, mais on manque un petit peu de variété, si on veut bien, dans le type d'entraînement qui a été effectué, la manière dont ça a été employé dans différents sports. Maintenant, il commence à parler de travail positionnel spécifique. Tu peux penser à la position TT en triathlon, par exemple, où tu vas avoir cette position qui est assez contraignante au niveau respiratoire, mais dans laquelle tu peux aussi t'entraîner à mieux respirer. C'est quelque Ouais, chose que font les triathlètes de Luc, par exemple. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas se limiter à ce qui a été fait dans la recherche parce que on est encore vraiment au début on est dans les balbutiements de ces investigations-là. Donc, moi, j'essaye en tout cas de garder un esprit assez ouvert et de penser assez large en termes de possibilités, de format de séance. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont encore à déterminer. ok, cool. Excellent. Tu as répondu à plein de mes questions un peu dans cette grande introduction. Ok. Donc, c'est top. Euh, ben oui, mais justement, du coup, toi, tu l'utilises principalement pour le sportif. Est-ce que moi, en tant que thérapeute, pour aussi monsieur et madame tout le monde, en dehors de mes sportifs, est-ce que je peux y voir un intérêt ou, enfin, je pense que j'ai déjà un peu la réponse à la question, mais c'est toujours bien de t'entendre le dire. Ouais, ma réponse catégorique, c'est absolument. Je pense Ok. que pour monsieur, madame, tout le monde, en termes de santé, on- il y a un paramètre très intéressant, à mon avis, au niveau de la respiration, c'est que on connaît le lien entre notre système respiratoire et notre système nerveux et l'influence que la Mhm. respiration peut avoir sur le système nerveux autonome, notamment, avec ce contrôle de cette branche Ouais. parasympathique et notamment avec la respiration lente et profonde, etc. Ça, c'est bien documenté aussi. Et il y a un autre paramètre que je trouve très intéressant, c'est celui de la perception de l'effort et de la fréquence respiratoire. C'est-à-dire que plus on respire rapidement et plus notre perception de l'effort va être élevée. C'est-à-dire que plus on respire vite et plus le cerveau a l'impression que tu travailles dur, ce qui est logique, hein, parce que normalement, quand tu respires rapidement, ben, c'est que tu es dans un effort intense, ce qui signale au cerveau que tu es dans cet état assez difficile. Tu peux manipuler ce paramètre, tu peux manipuler cette fréquence respiratoire, baisser ta fréquence respiratoire et avec ça, faire baisser ta perception de la difficulté. Donc, je pense que dans la gestion de l'intensité, dans la gestion de l'effort, il y a des choses très intéressantes qui ne sont pas nécessairement uniquement dédiées au sport. Et je pense aussi qu'on est dans un monde aujourd'hui où on est plutôt déconnecté. On est très connecté en ligne, mais on est déconnecté de notre propre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois chez beaucoup de monde. J'ai un exemple assez concret. J'avais fait quelques séances de coaching avec une dame qui fait du cheval, une cavalière, et c'est pas qu'elle respirait mal, c'est simplement elle avait aucun contrôle sur sa respiration. Elle était un petit peu sous l'emprise de sa respiration, et j'ai un collègue, Brian Kozak, qui travaille dans l'entraînement respiratoire depuis, je pense, 25 ans maintenant. Il est au Canada, il bosse beaucoup dans le hockey sur glace notamment, et il dit toujours, c'est soit tu contrôles ta respiration, soit c'est elle qui te contrôle. Et Ouais. avec cette dame, avec cette cavalière, on a fait une séance avec du feedback sur comment elle respirait, les volumes, les fréquences, etc. Et elle m'avait dit, ça a complètement changé ma manière de voir la respiration. Maintenant, je sais que si je contrôle ma respiration sur le cheval, lui, il le ressent aussi. Et dès le moment où je perds le contrôle de ma respiration, bah, lui, il perd un petit peu les pédales également. Hein, parce qu'on sait que tous ces êtres, tous les animaux sont très, ont une affinité avec les sensations qui est bien plus élevée que la nôtre. En tout cas, nous, je pense qu'on l'a perdu au fil du temps, à force voilà, de plus s'écouter et d'être distrait par toutes ces choses qu'on a autour de nous. Donc, le fait de se recentrer et de se concentrer sur sa respiration et l'impact que ça va avoir sur simplement notre perception de l'effort et la manière dont on contrôle nos efforts est très intéressante. En plus de ça, j'ai eu un retour super intéressant de une athlète qui s'appelle Emma Toll, qui est une athlète de CrossFit. Elle est allée aux Games 3 fois déjà et elle a fait l'entraînement respiratoire. Au départ, elle était simplement curieuse de développer cet aspect-là, tu sais, chercher les petits pourcentages pour s'améliorer. Bien Et sûr. un des retours qu'elle m'a fait, qui m'a surpris beaucoup au début, mais que maintenant que j'ai entendu plusieurs fois depuis, c'est que depuis qu'elle a fait ses entraînements respiratoires, elle a plus besoin d'utiliser sa ventoline avant les entraînements. Ou avant, elle Ah, a... Ouais. non. Donc, et c'est quelque chose que j'attendais pas du tout.
à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui a été documenté non plus, mais voilà, quand un athlète de haut niveau vient de dire que ah ben, j'ai plus besoin d'utiliser mon médicament pour l'asthme parce que je peux utiliser le ballon à la place et que ça m'aide vraiment dans mes échauffements et ensuite dans ma performance sportive. Alors oui, là, on revient sur le sport, mais je pense que c'est applicable à beaucoup de monde en dehors de cercles sportifs quand on parle de ce genre de choses. Ouais, moi je m'occupe aussi de cavaliers, je suis aussi ostéopathe pour chevaux, enfin, tu vois, donc Ah, ok. j'ai aussi la posture des cavaliers, donc c'est très très intéressant. Et c'est vrai que quand tu es dans un parcours d'obstacles, par exemple, ben, la notion la plus importante en fait pour tous les cavaliers, c'est de respirer pendant 2 minutes, parce ils enchaînent les obstacles et s'ils prennent pas à respirer, ben, ils sortent tout bleus. Ouais. Et effectivement, ça influence énormément sur les. Enfin, moi, je travaille. Enfin, ce que je m'imagine beaucoup, c'est bien sûr il y a le lien cavalier-cheval, mais il y a aussi le maintien des pressions internes dans le corps pour permettre justement une bonne posture et un bon amorti. Donc c'est effectivement très intéressant. Une autre notion aussi que j'ai entendue récemment, c'est en fait si on revient par rapport au système autonome, c'est qu'en fait la majorité des crises d'angoisse ou la crise d'angoisse en général, en fait, est causée par un manque d'O2 et par une diminution de l'oxygène en fait, d'absorption d'oxygène dans le corps, et c'est un système d'alarme que le cerveau met en place parce qu'il est en train de suffoquer en fait d'une certaine manière. Et donc il existe maintenant même des applications qui t'apprennent à respirer en maintenant une apnée inspiratoire Mhm. pour essayer d'absorber plus d'O2. Mais je me dis que justement cet appareil pourrait aider énormément de personnes qui ont tendance à faire des crises d'angoisse. Ça pourrait être intéressant. Et ça revient un peu à ce que tu dis par rapport aux crises d'asthme, surtout si on parle d'une athlète de haut niveau qui est dans un état de stress et qui fait des crises d'asthme pré-compétition. Ben, je peux imaginer que le facteur émotionnel joue un rôle énorme. Et donc, du coup, le fait de cadrer sa respiration va pouvoir apaiser tout ça. Et c'est ce qu'on nous dit aussi en méditation, c'est ce qu'on nous dit enfin, voilà, dans plein de domaines. Donc, Je, pe- top, ouais, ok, je très, pense que très intéressant. pour revenir sur ce que tu as dit sur l'oxygénation, alors à ma connaissance, on sait que si tu mets un saturomètre sur le doigt, tu sais qu'on est à 99%, alors sauf pathologie respiratoire ou autre, on est à 98-99% de saturation artérielle. Et donc, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement amplifier. Et ce que je comprends des crises d'angoisse, alors il y a plusieurs facettes, bien entendu, mais je pense que ça, on joue beaucoup avec les niveaux de CO2 aussi. C'est-à-dire Ah, que les gens qui ont une hypersensibilité au CO2, eh ben, la moindre accumulation de CO2, ils vont se sentir en panique parce que, bien sûr, quand le CO2 s'élève dans le corps, eh ben, ça signale à ton cerveau via les chimiorécepteurs qu'il faut amplifier la respiration pour se débarrasser du CO2. ok. Et je pense qu'il y a des notions de... Et ça peut se faire avec le ballon, mais ça peut se faire aussi simplement dans une pratique quotidienne de respiration lente et profonde pour, Hmm. en gros, augmenter progressivement cette tolérance au CO2. Hein, c'est notamment ce qu'on voit avec la Ok. méthode Buteyko et d'autres. C'est vraiment une idée de se dire, ben, le CO2, c'est le signal que mon corps, il envoie au cerveau pour dire, on a trop de CO2 et il faut s'en débarrasser, donc il faut accélérer sa respiration. Et en fait, c'est pas notre Hmm. manque d'oxygène qui nous fait respirer plus, c'est véritablement ces niveaux de CO2 qui augmentent. Et ton seuil de tolérance, si on peut appeler ça comme ça, ton seuil de tolérance au CO2, bah, il va déterminer quand est-ce que tu sens, ah là, il faut absolument que je commence à respirer plus fort pour me Ouais, débarrasser de ce ok. CO2. Et si on peut faire monter progressivement ces niveaux, ce seuil de tolérance au CO2 avec de la respiration lente et profonde, avec ce travail avec le ballon, qui va en gros t'exposer à plus de CO2 aussi, et ben, de cette manière-là, tu vas augmenter cette tolérance et de ce que j'ai pu voir, surtout du côté santé, mais aussi du côté performance, simplement être plus à l'aise, même avec plus de CO2 dans le système, et Ok, réduire ces chances ou ce risque potentiellement de crise d'angoisse due à ces paramètres-là. ok, cool. Excellent. Oui, très bien. Très, très bien. Écoute, ça rejoint un peu tout. Oui, j'avais une question aussi un peu plus globale par rapport, puisque je m'imaginais bien que c'était un travail sur le diaphragme, un recrutement plus important au niveau du diaphragme. Et je me demandais justement si tu avais pu constater des infos justement sur le diaphragme pelvien aussi, si la coordination entre les deux se travaille mieux ou pas, ou si c'est vraiment carrément un domaine qui n'est pas exploré pour l'instant. Alors,
il est pas exploré de mon point de vue parce que j'ai assez peu de connaissances sur ce paramètre-là. J'ai fait récemment un podcast avec Lise et Laura, qui sont deux spécialistes dans tout ce qui est santé de la femme, périnée, pré et post-accouchement, etc. Et c'est vrai qu'il y a des notions très très importantes à mon avis à ce niveau-là, en lien avec le diaphragme pelvien. Mais c'est voilà, c'est un domaine qu'il faut que faut que je m'éduque un petit peu plus encore là-dessus. Donc malheureusement, j'ai pas de réponse directe pour te dire dans quel sens ça travaille. De ce que je comprends pour les femmes, c'est vrai que quand on va venir recruter le diaphragme volontairement, on veut également recruter le transverse et le périnée afin d'éviter qu'on ait cet abaissement du diaphragme, mais aussi cette pression intra-abdominale qui augmente et cette pression excessive sur le périnée, justement. Donc, à ma connaissance, pour les femmes qui font ces exercices, c'est important aussi de bien recruter son périnée lorsqu'on va solliciter son diaphragme pour on ait vraiment toutes ces pièces qui fonctionnent ensemble et qu'on n'ait pas juste le diaphragme qui tire vers le bas et tous les organes qui poussent aussi vers le bas sur ce périnée. Ok, ouais, très intéressant. Et je pense à autre chose là maintenant. Est-ce que tu as des contre-indications, comme par exemple les reflux gastro-œsophagiens ou l'hernie hiatale ou des choses comme ça? Est-ce que tu te dis, ben, tiens, avec eux, je vais plutôt faire autre chose ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est bénéfique de rendre une bonne mobilité, coordination au diaphragme à ce moment-là? Alors, je dirais que j'ai pas assez de connaissances et d'expérience au niveau, on va dire, pathologique pour donner des recommandations de ce côté-là. En gros, ce que je recommande aux gens, c'est Ok. s'ils sont pas sûrs d'aller voir un spécialiste avant de commencer ce genre d'entraînement, pour s'assurer qu'il n'y a rien au niveau médical qui soit restrictif. Mhm. Et ensuite, vraiment, via la pratique, simplement se rendre compte, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Et bien entendu, s'il y a des Ouais. sensations qui sont négatives, eh ben, je vais pas recommander que la personne continue ce genre de travail. Mais là aussi, quand on passe quand on passe un petit peu plus du côté médical et pathologique, malheureusement, ça c'est hors de mon domaine de compétences. Donc j'ai tendance à référer à des spécialistes quand les gens sont pas sûrs ou quand ils ont des questions de ce côté-là. Ok. Ouais, non, tout à fait. Non, ouais. Top, top, top. Bah écoute, merci. Je pense que j'ai fait le tour, je pense. Donc, Super. OK. tout m'a l'air bien. Je ne sais pas si toi, il y a d'autres informations que tu souhaites transmettre à travers cette conversation pour moi ou pas, ou je ne sais pas. Non, écoute, le but c'était vraiment de Je répondre suis à désolé, la tes connexion. questions. Non, non, il n'y a pas de souci avec la connexion. Ouais, Ouais, le but c'était vraiment de répondre à tes mais je questions. pense que je vais essayer. Ouais, je vais essayer d'intégrer ça dans la pratique au cabinet chez nous et peut-être aussi pour les cavaliers parce que ça me plaît vraiment bien. OK, chouette. Et qui sait, ben, je te reviens peut-être dans quelques mois en te disant, ben, tiens, voilà, voilà quelques résultats intéressants. Bah, c'est vraiment génial et je t'encouragerai à le faire et je t'encourage aussi à me tenir au courant dans quelques mois parce que, comme je t'ai dit, on a besoin de plus de gens sur le terrain qui testent ces choses-là, qui les mettent en application et qui ressortent avec des constats. Donc, ouais, je t'encourage vivement à le mettre en place et avec grand plaisir si tu peux me faire un retour d'ici quelques temps. Parce que je pense que bah voilà, moi, je peux tester des choses de mon côté avec mes athlètes, mais plus on sera de professionnels et de sportifs à tester ces choses-là, et plus on va pouvoir faire avancer les choses. On sait que la recherche, en général, elle a un temps de retard sur le terrain. Et aujourd'hui, ben, la recherche, elle est encore à ses débuts. Donc, c'est à nous d'aller sur le terrain, de tester des choses, d'émettre des hypothèses. Et j'espère que ça pourra nous aider à faire avancer la recherche aussi et à consolider toutes ces notions. Et je pense vraiment que dans les 5 à 10 prochaines années, la respiration, de manière générale, va prendre une place plus importante dans notre quotidien et dans l'entraînement. Et donc, je pense qu'on est vraiment au début et c'est intéressant de pousser de l'avant et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Ouais, bah, génial. Ouais, écoute, j'ai hâte. J'ai hâte vraiment. Ok, Super. cool. Merci, Eh Eric. ben, super. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.